Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons observer les mouvements des participants et des utilisateurs du marché et du réseau de Bitcoin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Bitcoin une nouvelle fois et on va se poser plusieurs questions. On va se poser une question centrale en fait, qui est la question du rôle des exchanges, donc des plateformes d'échange centralisées au sein de l'économie de Bitcoin. On va se demander quel est l'impact que peuvent avoir ces plateformes, à quel point ils sont représentés, quelle partie de l'offre elles peuvent concentrer, donc à quel contrôle elles ont sur l'offre en circulation de Bitcoin, qui utilise ces plateformes en ce moment aussi, et quelle est la dynamique globale qu'on peut retrouver sur les exchanges. Donc on va se poser cette question, on va essayer de voir pourquoi, parce que certains le savent peut-être, mais les bitcoiners et les détenteurs de bitcoin, à part ceux qui détiennent leur bitcoin sur des exchanges, eh bien se méfient quand même de ces plateformes centralisées qui servent d'intermédiaires, à qui on donne notre confiance, à qui on offre le contrôle de notre capital via nos clés privées. Donc la question c'est, est-ce que les bitcoiners se méfient des exchanges? Pourquoi les bitcoiners se méfient des exchanges? Et comment est-ce qu'on est capable de mesurer ça sur la chaîne de Bitcoin? Pour ce faire, on va s'intéresser aux réserves des exchanges, au flux des exchanges, on va aussi s'intéresser au volume entrant, notamment à court terme des exchanges. On va avoir une petite panoplie métrique aujourd'hui pour essayer de remettre un peu de contexte, essayer de remettre une vision de ce qui se passe en ce moment par rapport aux exchanges centralisés, aux exchanges qu'on peut aussi appeler les SEX pour Centralized Exchange. Voilà, c'est le sommaire de cette vidéo. Sans plus attendre, on va faire une très rapide analyse du prix du Bitcoin parce qu'il ne s'est absolument rien passé au cours des derniers jours et des dernières semaines. Nous sommes toujours ancrés dans un range entre les 26-25 000 dollars et les 30 000 dollars. En ce moment, on a une résistance au niveau des 27-28 000 dollars qu'on a de la peine à franchir, notamment parce que c'est à ce niveau qu'on retrouve le coût de base des investisseurs à court terme qui sert maintenant de résistance au prix du Bitcoin. Donc c'est normal que pour l'instant ils servent de résistance et que la tendance à court terme ait un peu de mal à s'affranchir de ce niveau. On a aussi beaucoup de spéculateurs des positions short sur les marchés dérivés qui martèlent le prix au niveau des 28 000 dollars parce que s'ils perdent ce niveau de prix là, eh bien ils auront perdu la partie de ping-pong et on va remonter vers les 30 000. Donc le 27-28 000 c'est la zone de résistance à court terme, ce qui peut du coup nous apporter à faire plonger le prix vers les 25 potentiellement, et si jamais on touche les 25, ben on sera au niveau du bas de cette fourchette, de ce range. Si jamais on va chercher plus bas, on ira probablement chercher vers les 22 000 dollars, voire peut-être un peu en dessous. Donc il se passe pas grand chose en ce moment, on est sur une période de très faible volatilité comme ce qu'on a pu connaître auparavant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des moments où ça va être très plat et boum, d'un coup ça va monter à la hausse ou à la baisse. Potentiellement ce serait bien que ce soit à la hausse parce que ça fait un bon moment qu'on stagne au niveau des 30 000 avec toute la hausse qu'on a pu avoir en début d'année qui était quand même très dynamique. Ce serait bien qu'on perde pas trop le momentum, bien qu'il ait l'air déjà un peu entamé, histoire de continuer peut-être à franchir les 30 000 pour atteindre, je ne sais pas, les 40 000 et ensuite redescendre vers les 30 000 et aller chercher les 30 000 en tant que support, ce qui nous confirmerait qu'on est bien sur une tendance haussière, non pas seulement à court terme, mais bien sur un mouvement qui s'inscrit sur le long terme. Bien entendu, nous sommes sur encore au sein de l'année 2023, une année charnière, une année de transition, d'accumulation notamment, et il n'est pas étonnant que le prix du Bitcoin stagne et soit aussi ennuyeux, d'où l'expression qui commence à devenir de plus en plus légitime de boring market en ce moment sur le marché de crypto-monnaies, notamment parce que Bitcoin donne le là à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Voilà, un petit tour d'horizon simple et efficace pour essayer de comprendre la situation qui n'a absolument pas évolué tant que ça, du moins sur le niveau du prix. Il y a quelques news au niveau macro, il se passe 2-3 trucs par-ci par-là, mais dans l'ensemble, il se passe pas grand-chose pour le prix du Bitcoin. Il y a des développements en cours, notamment sur l'intégration de certains codes sur Bitcoin, mais ça ne concerne pas le marché du Bitcoin directement. Ceci étant fait, on va s'intéresser maintenant aux exchanges. On va s'intéresser notamment aux réserves des exchanges. Donc on va voir qu'il y a plusieurs phases qui ont rythmé la vie du marché du Bitcoin en relation avec les exchanges. On a vraiment une hausse depuis 2012-2013 des réserves donc de Bitcoin sur les exchanges qui s'arrête pile au moment du Black Swan, du flash crack, de la panique due à la vente d'assets risqués avec l'annonce de la pandémie de Covid en mars 2020. Et direct après, eh bien, on a
depuis cette période, eh bien, une chute des réserves des exchanges, une contraction, un flux sortant des réserves des exchanges. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. On peut voir du coup que depuis mars 2020, les réserves totales des exchanges ont chuté d'à peu près 3,1 millions de BTC à près de 2,3 millions de BTC. Donc ça fait quasiment 800 000 BTC qui sont sortis des exchanges en l'espace de 3 ans. C'est quand même un flux considérable. Et aujourd'hui, les réserves totales des exchanges représentent à peu près entre 11 et 12% de l'offre en circulation. Donc on a un tout petit peu plus d'un dixième de l'offre totale en circulation qui est stockée sur les exchanges. C'est quand même très très peu. Ça nous montre à quel point il y a une écrasante majorité des bitcoins aujourd'hui qui restent détenus de manière autonome, et les seules interactions qu'ils ont avec les exchanges, ça va être d'utiliser les solutions de liquidité des exchanges pour faire de l'entrée et la sortie du marché, ce qu'on appelle les solutions on-ramp ou off-ramp, pour entrer ou pour sortir du marché. La majorité des bitcoins sont détenus sur des adresses bitcoin, ne sont pas détenus sur des exchanges. Ils sont détenus de manière autonome, de manière souveraine. Après, qui détient ces bitcoins, c'est une autre question. La composition de l'offre souveraine, c'est pas un débat qu'on aura aujourd'hui, mais on peut déjà savoir qu'il y a l'offre souveraine, donc l'offre hors exchange, qui est très très représentée. C'est quasiment plus de 80% de tous les bitcoins en circulation qui ne sont pas détenus sur les exchanges ou sur d'autres chaînes comme pourrait l'être le WBTC, le fameux Wrapped BTC. Donc c'est quand même quelque chose de relativement positif d'un premier aspect. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en séparant du coup les réserves de BTC par exchange. Donc on va avoir la quantité de BTC stockée sur les exchanges, mais on va les séparer en différents exchanges. Et en séparant l'offre détenue entre les différents exchanges, il semble qu'une poignée d'entre eux seulement concentre en réalité une majorité des réserves. Si on regarde les 3 premiers exchanges, donc Binance, Coinbase et Bitfinex, là c'est écrit Kraken, je me suis trompé, on parle bien de Bitfinex en 3e. Donc les 3 exchanges, ces 3-là, regroupent à eux seuls plus de 60% de l'offre totale associée aux exchanges. C'est quelque chose autour de 62,3% actuellement. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. On peut voir qu'il y a seulement 3 exchanges qui représentent 60% de tous les BTC sur les exchanges, et rien que le premier exchange, donc Binance, représente à lui seul 50% de cette masse, donc 30% du total des BTC déposés ou détenus sur les exchanges. En gros, Binance contrôle un tout petit peu moins de 700 000 bitcoins, à peu près 770-780 000 bitcoins. C'est quand même énorme de se dire que Binance contrôle autant de BTC, c'est quand même énorme de se dire que Binance, Coinbase et Bitfinex contrôlent à eux seuls plus de bitcoins que tous les autres exchanges réunis. Il y a à peu près une vingtaine d'exchanges qui existent, voilà. Et sur 20 exchanges qui existent, il y en a 3 qui concentrent la majorité des bitcoins. Binance en Chine, qui est basé en Chine du moins, Coinbase qui est basé aux États-Unis, et Bitfinex qui est aussi aux États-Unis, mais qui a une réputation particulière parce que Bitfinex, c'est pas seulement un exchange, c'est pas seulement un teneur de marché ou un fournisseur de produits dérivés, c'est aussi l'entité qui gère et qui émet le stablecoin USDT. Et donc savoir que Bitfinex détient à peu près actuellement 300 000 bitcoins, c'est aussi important de le prendre en compte parce que Bitfinex, c'est pas juste une plateforme d'échange comme les autres, c'est la plateforme d'échange qui émet l'USDT. L'USDT qui est un stablecoin très controversé, ça c'est vrai, je vais le mettre de côté, c'est pas le débat du jour, mais qui est surtout un des stablecoins les plus représentés sur les marchés spot. Pour faire simple, l'USDT domine les marchés spot, que ce soit en termes de transactions ou de distribution sur les exchanges, alors que l'USDC, lui, domine plus en DeFi, domine plus sur les DEX, avec du coup une transparence qui est plus intéressante pour les acteurs dans la DeFi, ça avait plus de sens dans leur démarche, mais aussi parce qu'on peut se rendre compte qu'il est certainement plus stable au niveau de son PEG, des fois, sur les exchanges décentralisés. Donc maintenant qu'on a vu que l'offre, en règle générale, de BTC sur les exchanges, eh bien, elle est répartie d'une certaine manière, elle est quand même relativement concentrée. On va essayer d'identifier ce qui est en train de se passer au niveau des flux. Donc on va prendre les flux nets des exchanges. Donc ça va être la valeur nette, donc les entrées moins les sorties des flux des exchanges. En mesurant la moyenne mensuelle, donc sur 30 jours, des flux nets, donc les dépôts moins les entrées de l'ensemble des exchanges, on peut mettre en évidence un comportement très particulier, c'est qu'il y a 2 périodes aux caractéristiques bien distinctes qui ont eu lieu au cours de l'histoire du marché du Bitcoin. De 2013
jusqu'à 2021, donc la petite période qu'on avait vue juste ici avant, on était dans un moment où en fait on était dans une expansion des réserves, une dominance nette des dépôts. Le marché du Bitcoin était relativement jeune, il était inondé par beaucoup de Bitcoin qui venaient des mineurs, parce qu'en fait les mineurs, eux, ils avaient besoin de liquidité, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient les récompenses de blocs, ils les déposaient sur les exchanges, et ensuite après les gens venaient directement les acheter sur les exchanges et les détenaient encore pendant un moment sur les exchanges. Et depuis mars 2020, on voit qu'on est sur des flux sortants très importants, donc les barres rouges qu'on voit ici, donc des flux nets très importants, plusieurs mois où il y a vraiment des grosses périodes de retrait des exchanges, et à partir de ce moment-là, on arrive dans une phase de contraction des réserves des exchanges, et avec une dominance nette des retraits. À ce moment-là, le marché du Bitcoin, il est mature, et de plus en plus, il commence à maturer. On peut pas dire que le marché est mature actuellement, mais du moins le marché commence à maturer, et les détenteurs de Bitcoin qui sont là depuis 1 ou 2 cycles, peut-être même 3 pour les plus anciens, peut-être même 4 pour les OG, eh bien ils commencent eux aussi à maturer, ils commencent à comprendre comment fonctionne le marché, ou du moins comment le marché évolue à travers le temps, ils ont conscience des rouages, et ils commencent à du coup appliquer les bonnes manières, les bonnes techniques, les bonnes stratégies, et quand je dis bonnes, c'est les plus sécuritaires et celles qui vont assurer une meilleure protection ou un meilleur rendement. Et qu'est-ce qui assure le meilleure protection pour Bitcoin? C'est de détenir soi-même ces Bitcoins et de ne pas les laisser sur un exchange. Et c'est pour ça qu'on voit que des détenteurs de BTC s'orientent graduellement vers la garde autonome de leur patrimoine, et ça peut se traduire par d'énormes flux sortants, une dominance nette des retraits, parce que les individus retirent les bitcoins des exchanges et les détiennent eux-mêmes. On peut d'ailleurs observer que la dynamique de retrait actuelle, elle a atteint son intensité maximale en novembre 2023, juste avec la faillite de l'exchange FTX. À ce moment-là, on a eu la chute la plus importante qu'on ait jamais vue des réserves des exchanges. Si on regarde juste en haut, on va remonter juste ici, c'est vraiment la chute la plus rapide. Juste avant, donc en octobre 2022, avant la chute de FTX, on était à 2,5 millions, 2,6 millions de bitcoins environ, et juste après, en décembre 2022, on était à 2,3 millions. Donc on a fait, pas disparaître, mais on a retiré des exchanges, les détenteurs de bitcoin ont retiré des exchanges entre 200 et 300 200 et 300 000 bitcoins en l'espace d'à peine un mois, quelques mois. C'est vraiment très rapide, hein. C'est vraiment un taux de retrait des plus importants qu'on ait jamais vu, et on peut noter que les bitcoins qui ont été retirés à ce moment-là, ils ont majoritairement été retirés depuis Coinbase. On peut voir que Coinbase, en juillet 2021, ils détiennent à peu près 700 000 bitcoins, donc c'était les premiers sur le marché. Juste en octobre, ils détiennent déjà 530 000 bitcoins, donc ils sont devenus deuxième sur le marché. Et juste après, on peut voir qu'ils détiennent 480 bitcoins, donc il y a quand même beaucoup de bitcoins qui ont chuté, qui ont été retirés depuis Coinbase, et puis depuis ça continue de chuter. Coinbase est une des plateformes qui a vu ses réserves de bitcoin chuter de manière drastique depuis quasiment 2020 en fait, hein. Donc ça fait un bon moment déjà que Coinbase voit ses réserves se faire diminuer, et c'est vraiment un des exchanges avec les dynamiques de retrait les plus intenses. Bon, ça c'était intéressant. Maintenant on comprend un peu mieux comment fonctionnent les exchanges, pourquoi il y a si peu de bitcoin sur les exchanges actuellement, la proportion que ça représente par rapport à l'offre totale, la dynamique des flux des exchanges, notamment sur les retraits. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux flux entrants. On va essayer de comprendre qui utilise les exchanges en ce moment et qui dépose des bitcoins sur les exchanges en ce moment. Donc on va s'intéresser à la dynamique actuelle des flux entrants des exchanges. Ça va nous permettre de déterminer quelles tranches d'individus interagissent le plus avec ces plateformes et sont le plus en recherche de liquidité. Et il y a un constat assez simple qui apparaît. On va comparer pour ce faire donc les flux totaux des exchanges. Donc on va comparer, en orange c'est les flux totaux, en rouge c'est les flux entrants qui sont associés aux investisseurs à court terme, en bleu c'est les investisseurs à long terme, et en vert c'est les flux qui sont entre exchanges, qui se font entre exchanges, donc qui sont pas forcément significatifs dans le sens où ils restent à l'intérieur de certains exchanges. Donc c'est des entités qui sont sur les exchanges, qui se transfèrent des fonds d'un exchange à un autre, donc c'est vraiment sur les exchanges, il n'y a rien qui part vers des portefeuilles autonomes, mais c'est quand même un peu intéressant, c'est significatif et on va quand même l'observer. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que depuis le mois de juillet,
et la hausse du Bitcoin, la seconde hausse du Bitcoin vers les 30 000 $, eh bien les flux dirigés des portefeuilles des investisseurs à court terme, donc les STH, vers les exchanges centralisés, ils ont presque doublé et ils représentent plus de 60% des dépôts quotidiens. C'est la hausse en rouge qu'on peut voir ici, les flux des investisseurs à court terme qui passent de plus de 20 000 à peu près 30 000. On n'est même pas à plus que, non, on a plus que ça, on est à 15, voilà, on est à 15 000 en mai et on arrive à 13 000 en 30 000 pardon, en juin. Et actuellement, ça a un peu réduit, mais on est au niveau à peu près de 20-22 000. Donc on a vraiment une surreprésentation des flux des investisseurs à court terme qui quittent les portefeuilles des investisseurs à court terme vers les exchanges, qui nous montrent bien que les investisseurs à court terme sont en recherche de liquidité, ils sont en train de déposer des BTC sur les exchanges. Est-ce que c'est qu'ils déposent des BTC sur les exchanges parce que certains proposent des solutions de rendement? Est-ce que c'est qu'ils déposent leurs BTC sur les exchanges potentiellement pour les utiliser comme collatéral pour des positions à effet de levier sur les produits dérivés? Est-ce que c'est des bitcoins qui sont déposés simplement pour être vendus sur les marchés spot? Eh bien c'est un peu de tout ça à la fois, mais on peut douter que les investisseurs à court terme usent surtout des marchés spot. En tout cas, il semble que la cohorte des investisseurs à court terme est la plus active sur les exchanges actuellement, au détriment des investisseurs à long terme qui eux enregistrent des volumes de dépôt relativement faibles. On voit bien qu'ils déposent très peu, et en fait là ils sont surtout très calmes, ils dépensent très peu de bitcoin en ce moment, les investisseurs à court terme. Donc, on va essayer d'isoler maintenant cette dynamique et on va être capable d'isoler du coup les flux entrants des investisseurs à court terme, des STH vers les exchanges, pour révéler deux observations. Premièrement, les pics de volume de dépôt des STH, ils signalent les périodes de dépenses importantes, que ce soit les paniques baissières. Donc comme on peut voir au niveau des bottoms, on a à chaque fois des flux entrants des investisseurs à court terme vers les exchanges qui sont très importants. Du coup on suppose qu'ils sont en perte, on va le voir avec le graphique juste en dessous, on va le confirmer. Mais on est capable du coup d'observer que à chaque fois qu'il y a des pics importants de dépôt des investisseurs à court terme vers les exchanges, c'est bien qu'à ce moment-là, eh bien, il y a une dynamique de dépenses. Ce qui nous indique bien que les investisseurs à court terme, quand ils déposent un bitcoin sur les exchanges, ils vont surtout utiliser les marchés spot pour vendre des bitcoins à ce moment-là. Et ça va être assez important pour la suite. Donc les pics de volume de dépôt des investisseurs à court terme signalent les périodes de dépenses importantes qui sont occasionnées soit par des périodes de forte volatilité baissière, donc ce qui va nous amener à de la prise de perte, soit par des périodes de volatilité haussière, donc ce qui va nous amener à de la prise de profit. Et ce qu'on peut voir ensuite, c'est que en fait, le flux important qu'on a eu en juillet, c'était de la prise de profit au niveau des 30 000 $. Et que depuis cette prise de profit, eh bien, les volumes des STH ils sont passés d'à peu près entre 10 000 15 000 BTC par jour à plus de 20 000 BTC par jour aujourd'hui. Donc cette activité, elle est quand même importante, elle est significative. On voit bien que les investisseurs à court terme aujourd'hui sont plus actifs qu'ils n'ont été par le passé. Ils sont même plus actifs que ce qu'ils ont été pendant la première moitié de l'année 2023. Donc c'est pas n'importe quel comportement, c'est pas anodin. Cette activité, elle est à surveiller de près parce qu'elle peut nous permettre, par la mesure du degré de profit ou de perte de ces investisseurs qui ont été envoyés vers les exchanges, d'obtenir un proxy du sentiment. Et le sentiment des investisseurs à court terme, il est très important parce que c'est celui qui prédomine en ce moment. Il y a deux choses qui dirigent le marché des crypto-monnaies en ce moment, du moins sur l'action de prix à court terme. C'est le comportement des fameux investisseurs à court terme et le comportement des spéculateurs sur les marchés dérivés. Les investisseurs à long terme n'influencent pas. Ils peuvent, ils ont tout à fait le pouvoir d'influencer le cours de Bitcoin. Par contre, ils n'ont absolument pas décidé de le faire. Clairement, les investisseurs à long terme, ils attendent juste, ils ont acheté au niveau des 15 000, 20 000, ils ont certainement un coup de bas qui est même encore plus bas que 10 000 Bitcoin, enfin 10 000 $ par Bitcoin. Eux, leur taf, c'est juste d'attendre que le prix monte suffisamment et qu'on casse potentiellement l'ancien ATH et qu'on soit vraiment dans une phase de mania de bull run pour vraiment commencer à prendre des profits. C'est-à-dire, ils achètent vraiment très bas et ils essaient de vendre vraiment très haut. Donc, ils peuvent pas dépenser, ils peuvent pas vendre maintenant. Le coût d'opportunité est trop élevé. Ce serait trop dommage pour eux de vendre maintenant plutôt que d'attendre plus tard. Donc on voit bien que les investisseurs à long terme, clairement, ils sont pas du tout impliqués en ce moment. Ils dépensent vraiment très peu. Quand on regarde les valeurs en bleu, là, on est à peine à quelques centaines de bitcoins dépensés par jour contre plusieurs de dizaines de milliers de bitcoins dépensés par jour contre les investisseurs à court terme. Donc on voit bien que c'est clairement pas la dynamique dominante sur le marché en ce moment. Et du coup, maintenant qu'on a vu qu'il y a vraiment une rythmicité du marché qui est liée aux investisseurs à court terme, on va essayer de comprendre un peu leurs sentiments. On va essayer de regarder au niveau des profits-pertes. Et du coup, le graphique suivant, il présente les volumes de Bitcoin envoyés par les investisseurs à court terme vers les exchanges en profit ou en perte. Et du coup, en calculant le profit ou la perte nette, donc le volume en profit
moins le volume en perte, on est capable d'obtenir une représentation relativement claire du comportement de dépense de la cohorte. On va être capable d'observer des périodes où on a vraiment de la prise de profit, du coup en vert, net, et des périodes où il y a la prise de perte en rouge, net. Et en fait, ça va parfaitement coïncider avec les moments de prise de perte massive ou de prise de profit massive qu'on va avoir au fur et à mesure des marchés. Du coup, ça va nous aider à pouvoir timer des prises de décision, de pouvoir se dire bon bah ok, là les investisseurs à court terme sont en train vraiment de prendre des profits de manière massive, je peux commencer à prendre des profits aussi. Ok, les investisseurs à court terme sont en train de prendre de la perte de manière massive, écoute, c'est un bon moment pour rentrer dans le marché. Et ça a été le cas pour chaque bottom local durant le dernier bull run, donc pendant de l'année 2020 à 2021, et ça a aussi été le cas pendant le bear market, donc ça signalait aussi bien les sommets, enfin les bottoms locaux que les bottoms cycliques, donc c'était très intéressant à observer. Évidemment, cette dynamique, elle peut être hyper pertinente à utiliser pour de l'investissement un peu optimisé, mais elle se suffit pas à elle-même. Si vous voulez vraiment utiliser cette dynamique, il va falloir un peu marcher sur des œufs. L'idéal, c'est quand même de la coupler avec potentiellement le comportement des investisseurs à long terme, potentiellement le comportement des mineurs, potentiellement le comportement des baleines, et à partir de là, quand vous aurez une vision d'ensemble des acteurs et que vous voyez qu'ils agissent de manière coordonnée, c'est bien plus simple d'essayer de timer le marché, et ça a des résultats qui sont bien plus pertinents, croyez-moi d'expérience. Mais bon, ce graphique il est quand même assez intéressant, et du coup ce qu'il nous permet de faire, c'est il nous permet de mettre en évidence, comme on l'a dit, les périodes de forte prise de profit, donc de sentiment positif en vert, et les périodes de forte prise de perte, donc les périodes de prise de perte importante, le sentiment négatif en rouge. On peut alors noter que en ce qui concerne l'année 2023, eh bien, elle a été marquée par une succession de périodes de prise de profit en janvier, en mars, en avril, en juillet, mais on a aussi eu une période de prise de perte qui a été un peu plus allongée que les autres durant les mois d'août et de septembre. Donc c'est ce dont on vient de s'extraire en fait. Et donc on voit clairement que grâce à ce graphique, on est capable d'orienter le biais du marché, de comprendre quand est-ce que on va avoir un prix qui est à la hausse et du coup des investisseurs à court terme qui vont avoir tendance à avoir un comportement de prise de profit, et justement quand le sentiment va se dégrader, et bien du coup le prix va suivre et va chuter de fur et à mesure. Du coup, ce qui peut être intéressant de faire, c'est au moment d'une hausse, essayer de voir s'il y a une divergence. Là qu'on voit, on a une hausse du prix, on a une divergence du biais, donc on voit bien qu'ensuite ça va finir par chuter. Hop là, là on a aussi une divergence, et là on a une divergence, c'est pareil pour les baisses, parce que clairement, là on a eu une divergence dans le sens où on a tapé les 26 000, alors qu'on commençait à avoir un biais qui devenait de moins en moins négatif, et au final on a fini par remonter. Donc il y a clairement un signal qui est exploitable ici, mais il ne se suffit pas à lui-même, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Et ce qui nous intéresse, c'est actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien actuellement, la dominance des volumes en profit, elle est de retour. Et elle indique du coup le retour aussi d'un sentiment positif qui peut favoriser la formation d'un biais haussier à court terme sur le marché du Bitcoin. Donc ce qu'on voit, c'est que avec la légère hausse qu'on a eu entre les 25-26 et les 27-28 actuellement, du coup presque les 28 en tout cas, eh bien on a quand même quelques Bitcoins en profit qui sont sortis des portefeuilles des investisseurs à court terme pour être déposés sur les exchanges, et ils sont majoritaires. Il y a plus de réalisation de profit que de réalisation de perte en ce moment. On voit bien que les volumes en perte sont en chute depuis le mois d'août, donc on était à peu près 16 000, 15 000, 16 000 bitcoins qui étaient déposés sur les exchanges en perte en août, et actuellement on est à 10 000, 9 000, donc on a une diminution de quasiment 50% déjà. C'est quand même relativement considérable. En parallèle à ça, on a eu une hausse du coup des bitcoins déposés en profit, donc des volumes en profit. Tout ça pour nous dire que bon bah on est clairement sur une zone de transition, et peut-être que là on va repartir sur une jambe haussière. Ce n'est pas garanti du tout, parce qu'au niveau des 27 000, on a d'abord le prix réalisé à court terme comme je l'expliquais en début de vidéo, et au niveau des 28 000, on a des zones de short très importantes qui vont être très fortement défendues, becs et ongles, donc on n'est pas du tout sorti d'affaire, mais on voit que bon le comportement est quand même propice à une hausse, et si jamais les acheteurs mettaient la pression ou que les vendeurs se relâchaient un instant, eh bien on pourrait très vite repartir vers les 30 000 $. Ce qui n'est absolument pas garanti, je tiens à le préciser, nous ne sommes pas ici en train de faire des prédictions, juste une explication du contexte actuel et pourquoi le contexte actuel pourrait favoriser certains comportements plus que d'autres. Et voilà qui fait le tour de cette analyse on-chain. On va lire ensemble le petit résumé comme d'habitude. Donc les données de cette semaine, elles nous indiquent que l'influence des exchanges sur l'offre et sur le marché du BTC
eh bien elles sont en chute depuis 2020, comme en témoigne l'exode massif de Bitcoin vers des portefeuilles souverains. Donc des portefeuilles souverains qui contrôlent quasiment plus de 80% de l'offre de Bitcoin actuellement. Ce comportement, il a d'ailleurs été exacerbé par la chute de FTX, qui a provoqué un retour de la méfiance et un réel exode des Bitcoins en dehors des exchanges centralisés. Alors que Binance, Coinbase et Bitfinex représentent à eux seuls près de 62% des réserves totales des exchanges, il semble que la majorité des Bitcoins retirés sur les plateformes centralisées depuis 2020 soient originaires de Coinbase. Et aujourd'hui, les entités qui usent le plus des exchanges centralisés, ce sont les détenteurs à court terme, qui envoient bien plus de Bitcoin en profit en ce moment, et ils signalent potentiellement un retour d'un sentiment positif, pour le moment du moins à court terme, qui pourrait se développer peut-être à moyen terme, si jamais on allait rechercher et qu'on allait casser les 30 000, ce qui n'est pas acquis d'avance pour le moment. C'était tout pour cette vidéo d'analyse on-chain, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous compreniez un peu mieux les enjeux qui entourent les exchanges, la dynamique qui fait qu'actuellement les retraits sur les exchanges sont quand même très majoritaires. Pourquoi est-ce que les détenteurs préfèrent détenir leur Bitcoin par leurs propres moyens? Évidemment, vous pourrez toujours retrouver le thread Twitter qui sera là pour illustrer mon propos, avec l'analyse publique qui a déjà été publiée sur le site de Cryptost. Si jamais vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Cryptost, évidemment à activer la petite cloche et à retrouver toutes les anciennes vidéos dans la rubrique Analyse on-chain. Et bien sûr, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez être accompagné, si vous voulez avoir de l'alpha au maximum, je vous invite bien sûr à nous rejoindre chez Cryptos Research. Évidemment, j'ai toujours un petit code promo de 20% sur votre premier mois, histoire de voir si vous voulez tester le produit. Vous avez juste à cliquer sur le lien, à appliquer le code et vous pourrez tester pendant un mois, vous faire votre avis, être satisfait, remboursé. On a quand même un taux de rétention qui est très élevé, donc la majorité des personnes qui nous rejoignent ne partent pas parce qu'ils comprennent bien qu'on a un des meilleurs services de tout l'écosystème français. Et un petit exemple de ce qu'on peut offrir aux membres de Cryptos Research, eh bien, ils ont une analyse plus poussée de la situation. Chaque 2 semaines, il y a une analyse on-chain et ils ont beaucoup plus d'informations que ce que je peux fournir dans l'analyse publique. Donc, par exemple, on va aller analyser le comportement des investisseurs à long terme plus en détail. On va aller fournir plus d'informations sur ce qui se passe au niveau des transactions sur les exchanges et on va illustrer des dynamiques qui, même si elles sont évidentes, sont importantes à mesurer, comme notamment le fait que Coinbase est l'exchange qui a vu ses réserves fondre le plus vite depuis l'année 2020. Voilà qui fait un petit tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à larguer vos meilleurs commentaires constructifs dans la section commentaires en bas de cette vidéo. Je vous remercie, c'était le Prof Chen. Passez une excellente journée et à bientôt.